Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI 1. Voici les titres de votre édition de 20h. Le président de la République a procédé à de nouvelles nominations aujourd'hui. De nouveaux présidents d'institutions ont été nommés. Vous entendrez dans ce journal le secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi. À une semaine des 8e Jeux de la francophonie, le vice-président ivoirien appelle à une mobilisation générale. Daniel Kablan-Duncan a visité les sites qui vont accueillir les 4000 athlètes. Tout est fin prêt pour démarrer la compétition. Et nous ferons un tour dans la commune d'Agamé où la cohabitation entre marché, école et hôpital sur le boulevard Nangu à Brogoua est très difficile. L'accès à ces établissements n'est pas du tout aisé. Les entrées sont obstruées par les vendeurs ambulants. L'ancien président de la BAD, Babacar Ndiaye, s'est éteint hier à Dakar. C'est un géant d'Afrique qui est tombé selon l'UA. Avant son décès, il a accordé un entretien sur nos antennes. Babacar Ndiaye évoque son parcours, son histoire avec la BAD. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Il s'agit de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo. L'homme de Dieu a été reçu aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. Le chef de l'État a en outre échangé avec le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, Mama Traoré Abiba Dambélé Saoui. C'est l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a conduit la délégation d'évêques au palais présidentiel. Délégation venue présenter au chef de l'État le nouveau président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en la personne de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, évêque de Katiola. Élu à cette fonction le 20 mai dernier, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo entend mettre la religion catholique au service de la République durant ses 3 années de mandat. J'ai été porté à la tête de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour me mettre au service de cette conférence, au service de l'Église et donc au service aussi de la société. Il était important que nous venions voir le président de la République pour que je sois présenté à lui et que nous ayons un premier contact. Et je crois que nous avons été très heureux d'avoir eu ce contact et nous sommes unis pour avancer ensemble dans la recherche du bien-être, du bien commun de notre pays. La Côte d'Ivoire choisie pour abriter le 7e forum sur la révolution verte en Afrique. L'information a été portée au chef de l'État par le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. C'est vraiment l'événement le plus important en matière de développement de l'agriculture en Afrique et nous sommes vraiment très contents que son Excellence le chef de l'État a accepté d'abriter cette conférence ici à Abidjan. Ce sera une opportunité pour notre pays d'attirer des investissements privés dans le secteur agricole sur l'ensemble de la chaîne des valeurs. Ce forum, le premier du genre dans un pays francophone, se tiendra à Abidjan du 4 au 8 septembre prochain. Il aura pour thème « Accélérer le cheminement de l'Afrique vers la prospérité, croissance des économies inclusives et des emplois grâce à l'agriculture africaine ». Et on reste au palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé à de nouvelles nominations aujourd'hui. De nouveaux présidents d'institutions ont été nommés. Je vous propose d'écouter la déclaration du secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 14 juillet 2017 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, M. Théophile Awa Ndoli est nommé inspecteur général d'État avec rang de président d'institution de la République. Au titre du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné est nommé président du Conseil constitutionnel. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Ngolo Fatogoma Coulibaly est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance
avec rang de président d'institution de la République. Fait à Abidjan le vendredi 14 juillet 2017. Je rappelle, nous sommes à une semaine des 8e Jeux de la francophonie. Le comité d'organisation s'active. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a visité le stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau et le village des Jeux à Makori. Il appelle à une mobilisation générale pour le succès de ces Jeux, nous explique Issa Tchonayeo. Plus qu'une semaine pour le démarrage des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Le vice-président de la République a voulu se rassurer que la Côte d'Ivoire est prête pour abriter ce grand rendez-vous sportif et culturel. 2 sites passés au peigne fin pour la circonstance. Le stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau et le village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS à Makori. Actuellement, il reste 3 bâtiments, mais en réalité, tout ce qu'on nous a indiqué, on a besoin de 31 bâtiments sur les 33. Donc ils sont prêts pour les Jeux. Les 2 sont des réserves au cas où. Je dois dire qu'on est impressionné par la capacité de travail effectuée par le ministre Bambé et toute son équipe, et les ministres du gouvernement qui ont travaillé avec lui. Les résultats sont à la hauteur des espérances. À Nice, en France, 53 pays ont répondu présents lors des 7e Jeux de la francophonie. À Abidjan, plus de 80 pays sont annoncés. Occasion pour le vice-président d'appeler à la mobilisation générale. Le ministre Bambé a fait plusieurs rencontres avec tout le monde, en ce qui concerne déjà, que ce soit donc les maires, que ce soit donc les religieux, en fait tout le monde. Et vous avez vu donc les prières qui se font. Et je crois que c'est une excellente chose. Et je suis certain qu'à tous les niveaux des compétitions, nous allons avoir, disons que beaucoup de participants. Le ministre Bambé me disait d'ailleurs, vous allez voir qu'on pourra plutôt avoir des problèmes d'excédent. Parce que de jeunes qui vont participer plutôt qu'un problème donc de remplissage. Il faudrait qu'au niveau de la presse, effectivement, vous relayiez ces éléments-là, de manière à ce que la mobilisation soit totale pour un succès vraiment qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, qui a quand même investi de manière importante dans ces Jeux de la francophonie. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent. Daniel Kablan-Duncan rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité de tous les participants. Et ces Jeux seront médiatisés. La RTI, justement, veut être à la hauteur de la retransmission de ces 8e Jeux de la francophonie. Le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne était sur le terrain aujourd'hui pour voir les sites d'installation technique au stade Félix Houphouët-Boigny, au Palais de la Culture et au Palais des Sports. Il est allé s'assurer de l'avancée des travaux, nous dit Issa Tchonayeo. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est désignée radio-télédiffuseur haute RTDH par le Comité international des Jeux de la francophonie. À ce titre, elle est chargée de faire monter le signal vers le satellite pour les autres télévisions à travers le monde. La RTI est prête à relever ce défi. Le directeur général Amadou Bakayoko a visité les installations techniques du stade Félix Houphouët-Boigny, du Centre international des médias au Palais de la Culture et du Palais des Sports à Treichville. Nous avons une équipe permanente de plus d'une dizaine de personnes depuis près d'1 an. Et maintenant, cette équipe-là représente 300 personnes depuis quelques semaines à 1 mois des Jeux. Et donc, il était important de venir vérifier les installations sur les différents sites, d'échanger avec les équipes sur les derniers problèmes opérationnels. C'est une opération importante pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour la RTI. Les Jeux de la francophonie, c'est le plus grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone. Le directeur général assure que le RTDH est prêt pour ce gros challenge. Nous avons un certain nombre de chantiers, de sujets, d'actions qui doivent être mis en œuvre. Nous en avons fait une très grande majorité. Maintenant, il reste à ce que les derniers détails puissent être faits, les dernières installations dans les différentes salles puissent être faites pour que nos matériels puissent être déployés. Mais je suis confiant, nous avons vraiment en grande majorité avancé sur ce que nous devions faire. Et je ne peux que continuer à inviter les populations à se mobiliser pour ces Jeux qui seront une belle fête populaire. Le monde vient à la Côte d'Ivoire, donc c'est une belle occasion de partager un moment avec ce monde et de leur montrer ce sens de l'hospitalité qui définit et caractérise la Côte d'Ivoire. Le RTDH dispose aujourd'hui d'un cadre de production de 12 caméras et d'un cadre d'accompagnement, d'une régie fly de 8 caméras, d'un ensemble d'équipements audio-vidéo. À ce matériel de pointe s'ajoute un Media Asset Management MAM, disposant d'un poste de montage et une prise de voix. Avec la RTI, la fête des 8e Jeux de la francophonie sera belle.
Et en attendant ces Jeux, rendons-nous à la primature où le Conseil national de lutte contre la vie chère a été activé. Le Conseil est placé sous l'autorité du Premier ministre et il a pour mission, entre autres, de veiller à l'application des décisions prises et au respect des prix fixés pour les produits de grande consommation. Le reportage d'Alexis Ouedraogo. Pourquoi un Conseil national de la lutte contre la vie chère? Parce qu'en dépit de plusieurs actions du gouvernement, le coût de la vie reste une préoccupation dans le pays. À l'abattoir de Port-Boué, il arrive souvent entre le chevillard et le boucher qui prend en gros, et le prix descend jusqu'à 1300 francs, mais le consommateur ne ressent pas. Le prix de la viande est toujours cher sur le marché. Et je vous donne un autre exemple. Le charbon Bord-Champ à Abidjan, avant tu payais 300 000 francs faux frais, aujourd'hui tu payes 10 000 francs. Mais le charbon, il est toujours cher. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, dont le décret a été signé le 21 juin dernier, aura pour mission de veiller au respect des prix fixés pour les produits de grande consommation, d'assurer la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère, mais aussi d'assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Vous avez pu noter la prise d'un décret portant plafonnement des prix de certains produits de première nécessité, tels que le riz, l'huile, le sucre, la tomate et également le ciment. Tout ceci pour stabiliser les prix de ces produits durant ces 6 prochains mois. Et nos agents qui sont présents dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire veilleront, aux côtés bien sûr des fédérations, des associations de consommateurs, pour l'application effective de ces mesures. Piloté par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le Conseil devrait par ailleurs vulgariser les décisions, mesures et actions du gouvernement visant à réduire le coût de la vie. Le ressenti des populations reste concentré sur la cherté du coût de la vie. Devant cette situation, il est impérieux que soient prises de façon résolue et déterminée des mesures appropriées pour traiter ces préoccupations légitimes. C'est dans ce sens que le gouvernement a pris des mesures fortes à court et moyen terme, touchant notamment aux postes de l'alimentation, du logement et du transport. En outre, il a été institué par décret le Conseil national de la lutte contre la vie chère, chargé de coordonner et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la cherté de la vie initiées par le gouvernement. Notre objectif sera en tout temps de rechercher la satisfaction de nos concitoyens. Le Conseil national de lutte contre la vie chère est composé de 3 organes que sont le Conseil de concertation, le Comité technique et le Secrétariat exécutif. Pour une plus grande efficacité, il a été enjoint de produire chaque trimestre un rapport au gouvernement sur les questions relatives à la vie chère. Conquérir l'Afrique voire plus grand pour gagner. Ce thème était au centre de la 5e édition des ASCOM, plateforme des professionnels de la communication et de la publicité. Les acteurs veulent faire de la communication un puissant accélérateur de l'émergence économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre Bruno Koné-Nabagné a partagé la vision du gouvernement en matière de communication. Le témoignage de Serge Collier. Plateforme d'analyse, de débat et de propositions pour enrichir les connaissances des professionnels de la communication, ASCOM 2017 a réuni communicants des secteurs publics et privés, médias, chefs d'entreprise et étudiants. Pour le promoteur Michel Larussel-Lauré, il s'agit d'amener les acteurs du secteur à aller de l'avant à travers l'innovation et l'initiative. Être ingénieux pour faire de la communication un puissant moteur de l'émergence. Les écoles de communication poussent ici à foison. Les entreprises aujourd'hui développent leur structure de communication. Donc c'est un pourvoyeur d'emploi. En faisant les ASCOM, en mettant plus haut cette initiative, nous contribuons un peu à offrir à ces jeunes des opportunités dans le secteur qui est le nôtre, la communication, le marketing et l'événementiel. Conquérir l'Afrique, voire plus grand, c'est le thème des ASCOM 2017. Cet événement qui vise la promotion des métiers de la communication, la constitution de communautés de professionnels et favorise la coopération entre les acteurs de notre secteur est à saluer. Il est totalement en phase avec la Côte d'Ivoire, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, une Côte d'Ivoire excellente, une Côte d'Ivoire rayonnante, une Côte d'Ivoire qui voit grand et une Côte d'Ivoire qui affiche ses ambitions.
Comme à chaque édition, une vingtaine de personnalités ont été distinguées du prix ASCOM pour le professionnalisme avéré dans le domaine de la communication et de la publicité en Côte d'Ivoire. C'est un décor qui n'échappe à personne. Dans la commune d'Agamé, sur le boulevard Nangui à Brogua, les établissements publics sont presque invisibles car assaillis par les magasins. L'accès à ces établissements est difficile. Les entrées sont obstruées par les vendeurs ambulants. La cohabitation, vous allez le voir, entre marché, école et hôpital n'est pas facile. Alors comment régler cette situation? Élément de réponse dans ce dossier signé Davis Oyo et Franck Wadio. Dans cette cohue entretenue par marchands ambulants et autres commerçants, difficile, même en plein boulevard, de se frayer un chemin dans la commune d'Adjamé. Chaussées envahies, trottoirs assaillis, les alentours des établissements sanitaires et scolaires ne sont pas épargnés. Exemple frappant, l'accès à l'hôpital général d'Adjamé obstrué par magasins et commerces anarchiques. C'est le problème d'accès. Bon, il y a des vendeurs ambulants, il y a aussi des commerçants qui sont là, et puis aussi les malades qui sont entourés de bruit, il y a des bruits un peu partout. L'accessibilité est très difficile, surtout nous sommes obligés de prendre l'axe Sotra, parce qu'avec les Warriors qui circulent, les Baka, c'est très difficile même. Souvent il y a des conteneurs même qui sont stationnés juste devant l'hôpital, on est carrément bloqué. On a des malades dedans, on veut sortir, on ne peut pas. On est obligé d'attendre 30 à 15 minutes, 20 minutes avant qu'on ne puisse dégager les accès. Non loin de l'hôpital général, le centre antituberculeux. Même constat, difficulté d'accès. À un jet de pierre, les lycées Nangui à Brogua et Ariste d'Adjamé. Les différentes entrées pratiquement confondues aux étals de marchandises, une situation qui dure depuis plusieurs années. Élèves et enseignants exposés à divers tracas, et il y règne une atmosphère d'insécurité. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu es au lycée moderne Nangui à Brogua, il dit « Ah, tu es dans le marché là ». Et déjà, c'est mal vu. Et encore ensuite, devant le lycée, on fait palabre et les commerçants pour passer. En classe, souvent lorsqu'on fait les cours, il y a des commerçants qui mettent de la musique très très forte. Le prof, il est là à expliquer ce qu'il faut faire. Et puis on est là et puis on chante. Parce que nous sommes distraits par la musique. Quand on est en classe, on compose. Quand ils crient au dehors pour vendre, ça nous déconcentre un peu. Ils disent quoi comme ça? Ils disent tomates 200, oignons 100 francs. Il y a les escargots, ils crient, venez acheter, ça nous déconcentre un peu. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour avoir donc accès d'abord à notre établissement. Donc cela entraîne donc un problème d'insécurité totale. D'insécurité parce qu'il y a des gens qui profitent dans ces situations confuses pour venir même agresser nos élèves. Des commerçants néanmoins conscients des désagréments causés par leur présence. Avant, là, le portail de l'école n'était pas ici. C'était l'autre côté. C'est pour ça là, c'est devenu un marché. Et quand ils ont remplacé maintenant, pour faire ça en face de nous, nous là, on ne peut plus quitter ici pour aller ailleurs parce qu'on n'a pas d'autre coin pour aller ouvrir. On ne peut pas aller voler aussi. S'il y a un coin pour s'installer seulement, on peut aller. Mais s'il n'y a pas un coin pour s'installer là, on va aller où? Ils ne sont pas venus s'installer par hasard. Sans l'autorisation de la mairie, ils ne peuvent pas venir comme ça s'installer. Donc je n'en veux pas aux commerçants. Une question à résoudre donc. Nous nous rendons à la mairie de la commune. À la direction technique, la situation trouve son explication. La construction même du lycée à Brogua ainsi que de l'hôpital général ont été bâtis sous forme de bail amphithéophile. C'est des constructions qui ont été suscitées avec des bailleurs de fonds qui ont investi face à la demande de la mairie qui, ne serait-ce que pour le lycée à Brogua, voudrait accroître la capacité d'accueil, mais qui en retour devraient pouvoir amortir leurs frais par des structures de magasins qui sont construites tout autour. N'empêche, il faudra bien agir pour faciliter l'accès aux établissements publics. Mais sur le sujet, difficile d'avoir une solution miracle. C'est un problème réel qui nous interpelle. Nous en sommes conscients. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour essayer de mettre fin à cela. Et c'est un problème épineux en même temps. C'est l'occasion pour nous de crier presque notre impuissance.
Nous étions donc dans l'obligation de adresser un courrier au ministère de l'Intérieur pour avoir un appui sécuritaire beaucoup plus consistant afin de pouvoir mener l'opération. Parce que même les forces de l'ordre d'Adjamé seules ne nous ont pas permis de faire le dégagement. Mais la solution, la vraie solution, est la sensibilisation. Que l'Ivoirien en prenne conscience. La sensibilisation reste alors la seule arme selon les autorités municipales. Celles-ci entendent accentuer les campagnes locales sur le changement des mentalités. La santé et l'éducation devant être au premier chef une priorité pour tous, mais en attendant, les commerçants règnent en maître sur les abords et alentours des établissements sanitaires et scolaires de la commune d'Adjamé. Reportage réalisé par Davis Oyo et Franck Quadio. Les hommages se multiplient après son décès. L'ancien président de la BAD, Babacar Ndiaye, s'est éteint hier à Dakar. C'est un géant d'Afrique qui est tombé, selon l'Union africaine. Et bien avant son décès, Babacar Ndiaye a accordé un entretien sur nos antennes au micro de Noël Niagno. Il a évoqué son parcours, son histoire avec la BAD. La Banque africaine de développement, date de création, juillet 1963. Parmi les premiers fonctionnaires, Babacar Ndiaye. J'ai été recruté au mois de juillet 1965. La banque physiquement venait d'être installée ici 2 mois plus tôt, au mois d'avril 1965. Nous n'étions pas plus de 10 fonctionnaires. On n'avait pas de locaux. C'est le président Philippe Yassé, bien sûr le président Ofolbonyi, qui nous avait donné des bureaux dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il a fait ses classes dans cette institution panafricaine. En 1980, il est proposé comme candidat de son pays, le Sénégal, puis de l'Afrique francophone. Retour sur les coulisses de cette désignation. Une chose importante, il y avait 3 candidats potentiels francophones. Le président Houphouët, au mois d'avril 1985, a réuni les 3 candidats francophones, je ne dirai pas leur nom. Les 3 candidats francophones avec leur ministre des Finances, parce que le groupe francophone avait confié la lourde charge au président de dire il faut qu'il parle avec les candidats et qu'on choisisse un pour être le candidat francophone. Le président Houphouët, nous ayant écouté près de 3 heures, et le candidat et leur patron, il en est arrivé à cette conclusion, il me dit mais jeune homme, Babacar, toi qui es à la banque, les francophones représentent quel est le pourcentage de droits de vote des francophones à la Banque africaine de développement? À l'époque, je lui dirais, oui, monsieur le président, tous les pays francophones compris, ça fait à peu près 17%. Et avec la France, on fait tout juste 20%. Alors, dans toute sa sagesse, il dira, donc, pour gagner les élections par un francophone, il ne peut gagner qu'avec les soldats des autres. 10 ans durant, Babacar Ndiaye a su imprimer à la banque sa vision afin de la rendre crédible et lui donner les moyens de son rayonnement au service du financement du développement du continent. Parti de la direction après 10 années de service, il était de toutes les assemblées pour participer au débat actuel et à venir. Une façon d'être de tous les temps avec toujours un regard avant-gardiste. La génération numérique, cette génération-là, n'a aucun souvenir et il ne faut pas les intoxiquer avec l'histoire de la colonisation. Il ne faut pas les intoxiquer avec ces choses négatives que nos parents ou nos grands-parents ont souffert. Ils ont l'esprit ouvert au monde, ils ont une nouvelle manière de voir les choses et ceux-là peuvent changer, c'est les transformateurs de notre continent. Babacar Ndiaye est décédé ce jeudi à Dakar à 80 ans. Il aura vécu pour l'Afrique. Je vous conduis à présent sur les Champs-Élysées à Paris où l'ambiance était festive ce 14 juillet. C'est le jour de la fête nationale de la France. Le président américain Donald Trump était l'invité d'honneur du défilé militaire aux côtés d'Emmanuel Macron. Cette fête nationale marque à la fois le centenaire donc de l'engagement américain dans la Grande Guerre et le premier anniversaire de l'attentat de Nice. Herman Givi. Un 14 juillet aux couleurs américaines. Le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania,
arrive sur les Champs-Élysées. Les minutes qui suivent, le voici rejoint par Emmanuel Macron, qui vient juste d'exécuter sa première parade militaire en tant que chef d'État. Un 14 juillet s'ouvre ensuite le défilé militaire. Les soldats américains donnent le ton, un siècle après leur entrée en guerre dans le conflit 14-18. Une entrée saluée par les deux chefs d'État, chacun à sa manière. Un 14 juillet qui, comme chaque année, draine des milliers de Français et touristes, tous heureux d'être les témoins de l'expression de la puissance militaire française. C'est très important de voir l'ensemble des troupes qui nous défendent et c'est quelque chose qui me plaît, donc envie de partager ça en couple et puis avec le reste de la population. Moi le défilé je le suis quand même chaque année à la télé. Je pense que c'est un rendez-vous important. Je viens de Toulouse, j'ai mon frère qui habite Paris, donc cette année c'était l'occasion de venir y assister. Vive la France! Vive la France! Une fois les festivités achevées, le président américain Donald Trump reparti. Emmanuel Macron se rend à Nice pour y retrouver les familles endeuillées par l'attentat de l'an dernier, ainsi que les personnels de sécurité et de secours. Des dizaines de bougies ont été allumées en souvenir des victimes de l'attentat au camion bélier qui avait eu lieu sur la célèbre promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet dernier. On revient en Côte d'Ivoire et je vous propose maintenant de mieux faire connaissance avec les nouveaux présidents d'institutions qui ont été nommés par le président de la République. Qui sont-ils? Quels sont leurs parcours? Et éléments de réponse avec Abou Sanogo. Théophile Awa-Ndoli est depuis ce vendredi 14 juillet le nouvel inspecteur général d'État. Avant cette nomination, il occupait la fonction de directeur du cabinet du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Docteur d'État en sciences économiques et diplômé de l'Institut du Fonds monétaire international, Théophile Awa-Ndoli a exercé dans le domaine de la banque, notamment à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dans les institutions internationales et au sein de l'administration ivoirienne, où il a occupé à plusieurs reprises les fonctions de directeur de cabinet. Ainsi, il a été directeur de cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de 1990 à 1993. Directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre de 1993 à 1995. Directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères d'août 2011 à novembre 2012. Directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre de novembre 2012 à janvier 2017. Théophile Awa-Ndoli a été également ministre du Plan, de l'Industrie et du Tourisme de janvier 1996 à décembre 1999. Mamadou Koné a quant à lui été confirmé dans la fonction de président du Conseil constitutionnel pour un mandat de 6 ans. Il a exercé cette même fonction de février 2015 jusqu'à ce vendredi 14 juillet, période au cours de laquelle il a achevé le mandat du professeur Francis Vangavaudier, ancien président du Conseil constitutionnel de juillet 2011 à février 2015. Magistrat hors hiérarchie et diplômé de l'École nationale de la magistrature de Paris avec la mention exceptionnelle major de promotion. Le président Mamadou Koné a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration ivoirienne. Il a été notamment de 1991 à 1992 procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan. De 1992 à 1996, avocat général près la cour d'appel d'Abidjan, chargé de la chambre d'accusation. Le 25 octobre 1996, procureur général de l'administration centrale du ministère de la Justice et des Libertés publiques. De 1996 à 1999, directeur du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques dans plusieurs gouvernements. Avocat général près la Cour suprême. De 2004 à 2005, président de la Commission nationale de supervision de l'identification, CNC, et garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme dans plusieurs gouvernements. Enfin, le président Mamadou Koné a été président de la Cour suprême de mai 2011 à février 2015. Dernière personnalité à avoir été nommée ce vendredi, Ngolo Coulibaly, nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Avant cette nomination, il occupait la fonction de médiateur de la République, fonction qu'il a exercée de juillet 2011 à ce vendredi 14 juillet. Administrateur des services financiers et titulaire d'un MBA,
Ngolo Coulibaly a occupé des fonctions électives et de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne. Il a été notamment de 1972 à 1986 directeur de la dette publique à la Caisse autonome d'amortissement. De 1991 à 1994, président directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. De 1994 à 1995, président du conseil d'administration de la Compagnie nationale Air Ivoire. De 1995 à 1999, député à l'Assemblée nationale. De 1999 à 2000, ministre de l'économie et des finances. De 2001 à 2002, maire de la commune de Mbengue. De 2002 à 2011, président du conseil général de Korogo. Et de septembre 2013 à janvier 2016, président de l'association des médiateurs de la zone UEMOA, AMP UEMOA. Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, Maïsako prendra le relais pour un nouveau journal.